cœur de l'Asie centrale, à quelques kilomètres de la frontière avec le Kazakhstan, se dresse une ville vieille de plus de 2200 ans, qui fut toujours un carrefour important sur les routes commerciales, Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Lorsque le général Mikhail Tcherniaïev conquit la ville en 1865, elle passa sous le giron de l'Empire russe qui en fit la capitale du Turkestan. Dès lors, les Russes, attirés par le climat beaucoup plus doux que celui des villes de Russie, vont arriver en masse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la russification de la ville fut intensifiée par les réfugiés fuyant la guerre. De nombreux monuments, construits tout au long de cette histoire riche en événements, furent détruits lors du séisme de 1966. La ville, sévèrement touchée, bénéficia alors d'un élan de générosité de pays étrangers et notamment des 14 autres États fédérés de l'Union soviétique. Un monument fut érigé afin de rendre hommage à ceux qui participèrent à cette reconstruction. Le premier hôtel de la ville, l'hôtel Ouzbékistan, est le symbole de l'architecture de cette époque. Il fut construit au milieu des années 70 par des architectes de Moscou sur la place Amir Timour, le symbole le plus emblématique de Tachkent. Une gigantesque statue de ce grand conquérant lui fait face, remplaçant celle de Karl Marx en 1996, peu après l'indépendance du pays. L'Ouzbékistan fut un point de rencontre de grandes religions. Suite à la conquête arabe, la majorité de la population reste de confession musulmane. C'est à Tachkent que nous retrouvons la plus grande mosquée du pays, la mosquée Minor. Pouvant accueillir 2400 personnes, cette mosquée en marbre blanc reprend l'architecture classique du pays. Ouverte au public en 2014, la couleur de ses fines mosaïques bleues représente le ciel. Autour, d'agréables espaces verts ont été aménagés tout au long du canal d'Angkor. L'héritage russophone reste également présent dans la foi. 300 000 chrétiens orthodoxes y vivent encore. Leur lieu de rendez-vous est la cathédrale de l'Assomption. La minorité orthodoxe n'est pas seulement russe. Il y a beaucoup d'Arméniens qui viennent à l'église, des Coréens aussi, qui vivent ici et qui ne sont pas bouddhistes, et beaucoup de différentes autres nationalités. L'architecture de cette cathédrale est tout à fait typique des années 50, une période où l'on adorait le style stalinien local. Son architecte s'appelait Katsarov. Son architecture est une combinaison de style stalinien avec quelques détails typiquement russes, comme les coupoles. Mais si vous allez à l'intérieur, vous verrez beaucoup d'éléments de décoration typiques des années 30, 40 et début des années 50. Un autre édifice emblématique de la période soviétique est le théâtre de l'opéra, qui porte le nom du poète Alisher Navoï. Il a été construit entre 1940 et 1947 par l'architecte Alexei Choussev. Ce dernier recevra en 1948 le prix d'État de l'Union des républiques socialistes soviétiques pour la construction de ce bâtiment.
Nous avons eu le plaisir de jouer des chefs-d'œuvre des grands compositeurs de l'opéra mondial, tels que Giuseppe Verdi, Piotr Tchaïkovski, Joachim Rossini, Giacomo Puccini et Georges Bizet, ainsi que, bien entendu, des opéras et ballets de nos artistes ouzbeks. De mon point de vue, la programmation de notre théâtre reflète bien l'amour des Ouzbeks vis-à-vis de l'opéra. Et nous faisons chaque saison la promotion de nos opéras, ballets et compositeurs. L'œuvre jouée aujourd'hui est ouzbek. Il s'agit de Meysaraning Ishi, composé par Souleyman Yudakov et dirigé par Moussafar Mohamedov. L'intrigue de cette œuvre se déroule dans le passé et raconte la vie d'une jeune femme, Maysara. Cette femme travaille dur, elle fait de son mieux pour nourrir sa famille et ses enfants. Sa vie est difficile, mais elle reste toujours positive. Sa gentillesse, son intelligence et son ingéniosité l'aident à surmonter tous les problèmes sur son chemin. C'est un grand plaisir pour moi de diriger cette œuvre, car son message est profond. En outre, il s'agit d'un opéra sur l'émancipation de la femme dans notre pays. À mon avis, l'opéra Meysaraning Ishi est un opéra qui ne vieillira jamais. À cause de son style, de ses dialogues, de ses plaisanteries et de son sens de l'humour, il est très familier à la mentalité ouzbèque. Tachkent est la seule ville du pays à posséder un métro, dont la première ligne a été construite par les Soviétiques en 1977. La particularité des stations de ce métro est d'être décorée avec les grandes conquêtes du pays. La station Cosmonaftlar, qui veut dire conquête spatiale, vaut à elle seule une visite. À l'époque, avant la construction de cette gare, il y avait des statues dédiées aux cosmonautes de l'Union soviétique. Qu'on peut voir à l'extérieur de cette gare. Et ici, le décor de la station qui est fait pour nous rappeler, par exemple, le cosmos, la couleur verte, couleur bleue, le colon qui était décoré avec le vert et d'autres couleurs qui étaient faites juste pour rappeler aux gens que vous êtes dans le cosmos, vous êtes dans l'espace. Dans cette station, on peut voir quelques personnages qui est représenté. Dans le mur de la station, par exemple, première dame dans le monde qui est montée au ciel, c'est Valentina Tereshkova, ou première cosmonaute dans le monde, Yuri Gagarin, ou on peut, représentant de notre pays, Gianni Bekov, qui est représenté dans cette station. Quittons le centre-ville pour découvrir une culture surprenante dans un pays musulman, les vignes de Tachkent. Même si la vodka reste l'alcool le plus répandu en Ouzbékistan, le vin a aussi sa place. La vigne a été introduite à l'époque romaine grâce à la route de la soie. À l'époque de Gorbatchev, une grande partie du vignoble fut arrachée pour lutter contre l'alcoolisme. Les vignobles Amcor élaborent à 1600 mètres d'altitude des vins assez confidentiels destinés en grande partie à l'exportation. Nous avons notre propre vignoble ici sur 400 hectares, mais nous travaillons aussi avec des agriculteurs locaux sur à peu près 1000 hectares. Ce que nous faisons avec eux, c'est que nous finançons toutes leurs opérations et durant la période de la récolte, ils nous apportent toutes leurs grappes. Cette partie de l'Ouzbékistan est surtout connue pour les vins rouges, comme le Bordeaux en France. Tous les meilleurs cépages sont cultivés ici. Pour le rouge, nous avons du Cabernet Sauvignon,
du pinot noir, du saperavi et pour le blanc, principalement du Riesling. Nous produisons aussi une marque locale que nous commençons à introduire sur le marché international, le Soyaki. 1% de notre production est destinée au marché local et 99% est vendu à l'exportation. Notre principal marché est la Russie, mais nous vendons aussi en Chine, au Japon et en Corée. Impossible de quitter Tachkent sans goûter le palov. C'est un incontournable. Un plat qui est arrivé en Asie centrale il y a plus de 2000 ans et qui figure d'ailleurs sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Bien qu'il soit consommé dans toutes les régions de l'Ouzbékistan, ce plat ne fait pas partie que du patrimoine culturel ouzbek, car on le retrouve dans plus de 15 pays, notamment de l'ex-Union soviétique. La prononciation de son nom porte toujours à confusion. Pour avoir une réponse à cette question, rendez-vous avec le chef Nikmanov qui va nous fournir une explication sur ce plat national ouzbek. Alors, palov ou plov? Plov veut dire la même chose, mais en russe. En Ouzbékistan, il y a différents palovs. Nous avons 60 types de palovs différents. Le principal à Tachkent est le palov de mariage. Lorsque nous faisons des mariages, nous cuisinons pour tout le monde du palov, pour environ 5 à 600 personnes. Ce plat a deux particularités. D'une part, il est cuisiné à base d'huile de coton, et d'autre part, le riz lors de la cuisson repose sur des morceaux de viande ou de légumes afin d'en recueillir tous les arômes. À Tachkent, ce plat garde une importance historique dans la vie sociale. Car lorsque les médias modernes, radios et journaux n'existaient pas, c'était la manière d'annoncer le mariage d'un des enfants de la famille. Décidément, Tachkent, tout en se modernisant rapidement, sait préserver ses racines ancestrales.